PIB, ces trois lettres qui font la pluie et le beau temps dans nos médias, sur les marchés et jusque dans nos vies. Chaque jour, on entend dans les journaux les débats politiques, les débats économiques et les réunions d'entreprise. Le PIB a augmenté, le PIB a diminué, le PIB par habitant stagne. Mais au fond, c'est quoi le PIB? Pourquoi est-ce qu'un chiffre peut-il mesurer la santé d'un pays? Et surtout, le PIB est-il réellement un bon indicateur du bien-être des pays? Dans cette vidéo, nous allons démystifier le PIB, son histoire, ses secrets, ses forces, ses faiblesses et surtout pourquoi il faut s'en méfier. Le PIB, ou produit intérieur brut, est né dans la tourmente de la Grande Dépression dans les années 1930. Les États-Unis cherchent alors à calculer la vraie richesse du pays. C'est l'économiste Simon Kuznets qui, en 1934, présente au Congrès américain le premier calcul du revenu national, l'ancêtre du PIB. Après la Seconde Guerre mondiale, le PIB est devenu une référence mondiale adoptée par la Banque mondiale et le FMI pour mesurer la santé des économies. Mais précisons bien que dès le départ, Kuznets avertissait déjà: le bien-être d'une économie ne peut se déduire d'une simple mesure du revenu national. En Afrique, la notion de PIB est adoptée dans les années 1960 après les indépendances. Les nouveaux États indépendants veulent mesurer le développement, se comparer et surtout attirer les investissements. Aujourd'hui, partout dans le monde, du Maroc en Afrique du Sud, du Cameroun au Canada, tous les pays publient chaque année leur PIB. Mais comment calcule-t-on le PIB dans la pratique? Il existe 3 méthodes reconnues internationalement qui aboutissent toutes au même résultat: l'approche production ou valeur ajoutée. Suivant cette méthode, le PIB est égal à la somme de toutes les valeurs ajoutées créées dans le pays, peu importe le secteur d'activité, que ce soit les entreprises, les commerçants, les agriculteurs et même le secteur public. Prenons un exemple simple. Une boulangerie qui achète la farine pour une unité, fabrique du pain et le revend pour 3 unités. Sa valeur ajoutée ici est 3 moins 1, c'est-à-dire 2 unités. On fait donc la somme de cette valeur ajoutée là pour tous les secteurs d'activité du pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le secteur du cacao et de l'agriculture représente 22% du PIB du pays. Au Nigeria, le secteur du pétrole représente environ 6,7% du PIB du pays. L'approche par les revenus. Suivant cette méthode, le PIB est égal à la somme des revenus générés par la production, que ce soit les salaires, les profits ou bénéfices, les loyers, les intérêts, les impôts moins les subventions. Par exemple, aux États-Unis, les salaires représentent 55% du PIB et 24% ce sont les profits. En Afrique du Sud, la part des salaires dans le PIB est de 47%, le reste provenant des profits et des revenus mixtes. Approche par les dépenses. Suivant cette méthode, le PIB est égal à la somme de toutes les dépenses finales en biens et en services. C'est-à-dire, le PIB est égal aux dépenses liées à la consommation, plus les dépenses liées à l'investissement, plus les dépenses publiques, auxquelles on ajoute les exportations nettes, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. En Chine, en 2023, la consommation des ménages constituait 55% du PIB, l'investissement 42%, les dépenses publiques 15% et les exportations nettes moins 12%. D'un autre côté, au Sénégal, l'investissement public est de 25% du PIB, l'un des plus élevés en Afrique. Au final, peu importe la méthode utilisée, on retrouve toujours le même PIB, c'est-à-dire la richesse créée par un pays en une année. À quoi sert vraiment le PIB? D'abord, à comparer les États. En 2024, les États-Unis arrivaient en tête avec 28
800 milliards de dollars. La Chine suivait de près avec 18 500 milliards de dollars. En Afrique, le sommet était occupé par le Nigeria qui cumulait 489 milliards de dollars, suivi par l'Afrique du Sud qui cumulait, elle, 405 milliards de dollars et l'Égypte, 404 milliards de dollars. On retrouve ensuite le Maroc avec 143 milliards de dollars et le Sénégal, quant à lui, 31 milliards de dollars. Le PIB sert aussi à mesurer la croissance. Entre 2010 et 2024, le PIB de l'Éthiopie a doublé, passant ainsi de 29 milliards de dollars à 62 milliards de dollars grâce à une forte industrialisation. Le Rwanda, de son côté, a connu une croissance moyenne annuelle de 7,2% entre 2010 et 2023, faisant ainsi passer son PIB de 6,1 milliards de dollars à 15,1 milliards de dollars. Le PIB permet d'orienter les politiques publiques. Si le PIB recule 2 trimestres de suite, c'est la récession. En 2020, la France a vu son PIB chuter de 8,3% à cause de la crise de Covid-19. En Afrique du Sud, la récession de 2020 a augmenté le taux de chômage de 34%. Le PIB par habitant permet de mesurer le niveau de vie. Le Luxembourg est champion du monde avec 132 400 dollars par habitant. La France, 44 500. Le Sénégal, 1700. La Côte d'Ivoire, 2700. Le Gabon, 8400. Et le Nigeria, 2200 dollars par habitant. Le PIB est aussi utilisé pour calculer la dette publique. Par exemple, en France, en 2024, la dette publique est évaluée à 110% du PIB et au Ghana, 92% du PIB. C'est aussi un critère d'accès à de nombreux financements internationaux et un indicateur clé pour les investisseurs. Par exemple, la Côte d'Ivoire, avec une croissance de 6% par an de son PIB sur la dernière décennie, attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Enfin, le PIB permet de suivre la structure d'une économie. Par exemple, en Afrique, le Nigeria a le plus gros PIB, mais l'Égypte vient devant avec un PIB par habitant plus élevé. Pourquoi le PIB est-il si populaire? C'est un indicateur universel, compris partout, facile à comparer dans le temps et entre les pays. C'est un indicateur synthétique. Un seul chiffre résume toute l'activité économique. Il permet de mesurer l'évolution d'un pays, d'anticiper les crises et de mesurer l'impact d'une politique. En 2021, le rebond de 5,9% du PIB américain a été le plus élevé depuis 1984. En Côte d'Ivoire, la croissance du PIB a permis de réduire la pauvreté de 10 points entre 2012 et 2022. Le PIB est aussi à la base de la politique économique. Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ou de la Fed sont calculés en fonction du PIB. Les États et les gouvernements ajustent leur budget et leur plan de relance en fonction du PIB. Le PIB est aussi utilisé pour répartir les sièges de vote dans les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI. Par exemple, l'Afrique du Sud, grâce à son PIB, a un poids plus important dans les négociations que le Bénin ou le Togo. Bref, le PIB est l'instrument de référence pour le pilotage de l'économie mondiale et continentale. Mais le PIB a aussi de sérieuses limites. Il ne mesure pas le bien-être. Un accident, une catastrophe, une pollution peut faire augmenter le PIB. Après le tsunami de 2011 au Japon, le PIB du pays a augmenté à cause de la reconstruction. Mais le pays n'était pas pour autant plus riche. Le PIB ignore les inégalités. Deux pays avec le même PIB peuvent avoir des écarts de richesse énormes. Par exemple, aux États-Unis, le 1% le plus riche possède 32% de la richesse nationale. En Afrique du Sud, le pays le plus inégalitaire au monde, le PIB par habitant regorge d'énormes disparités. Le PIB oublie l'économie informelle.
En Afrique subsaharienne, plus de 60% de l'activité échappe au PIB. Au Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun, l'activité informelle représente plus de la moitié des emplois. Le PIB ne prend pas en compte l'environnement, la déforestation, la pollution, l'épuisement des ressources. Tout cela peut gonfler artificiellement les chiffres. En 2023, la pollution a coûté 6,2% du PIB mondial en dépenses de santé et de pertes de productivité. Au Nigeria, la pollution dans le delta du Niger a détruit des milliers d'hectares de terres agricoles sans jamais figurer dans le PIB. Le PIB ne valorise ni le bénévolat, ni le travail domestique qui représente pourtant des milliards d'heures de travail chaque année, estimé à 11 000 milliards selon l'ONU. En Afrique, le travail des femmes à la maison et l'agriculture familiale n'est presque jamais comptabilisé dans le PIB, pourtant il joue un rôle phare dans la société. Pour répondre à ces critiques sur le PIB, plusieurs autres alternatives ont vu le jour, notamment l'IDH, l'indice de développement humain. Développé en 1990 par l'ONU, il mesure non seulement la richesse, mais l'espérance de vie et l'éducation. Le PIB vert, il ajuste le PIB en tenant compte de la dégradation de l'environnement et de l'épuisement des ressources. Il existe plusieurs autres indicateurs, mais aucune d'entre elles n'a encore détrôné le PIB. Toutefois, elles contribuent à l'enrichissement de notre vision du développement. Pour comprendre un pays, il faut regarder plusieurs indicateurs et pas seulement un chiffre magique. Le PIB est un outil puissant mais imparfait, car au-delà des chiffres, il y a des vies, des espoirs, des inégalités, des réussites, des défis. Pour comprendre le monde, il faut regarder au-delà des chiffres. Et vous, pensez-vous que le PIB doit rester le roi des indicateurs? Mettez vos réponses dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu.